rester avec nous et bienvenue donc dans cette webconférence Installer une culture managériale pour quels enjeux. Je suis accompagnée de Gérald Normand. Gérald, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Juste pour dire que j'accompagne les entreprises depuis 20 ans sur la performance managériale et c'est pourquoi je suis présent aujourd'hui. Très bien. Donc, alors Gérald, pour commencer, pourquoi parler de culture managériale aujourd'hui et à quoi ça sert? Alors en fait, Anis, tu pouvais passer la page suivante. Je voulais juste reprendre la citation d'Yves Coppens qui indique que, Anis, si tu m'entends. Voilà, merci beaucoup. Qui indique juste que dans l'évolution de l'homme, la culture est toujours en avance sur les comportements. Et donc, avant de travailler sur les comportements, les techniques managériales, il est bon de se pencher sur la culture de son entreprise parce qu'elle va influencer tous ces comportements. D'accord, très bien. Donc, est-ce que tu peux nous dire, avant qu'on rentre dans la notion d'enjeu, c'est le titre de notre webconférence, est-ce que tu peux nous parler de par quoi passe, selon toi, l'installation d'une culture managériale? Oui, tout à fait. Alors, elle passe par 3 grands piliers. Anis, tu peux passer la page suivante, s'il te plaît. Voilà. Et donc, le premier pilier, ce sont les valeurs. L'être humain a des repères, Annie les présente à l'instant, et l'entreprise a des valeurs. C'est vraiment le pilier sur lequel on va passer le plus de temps là, ce matin. Le deuxième pilier, c'est la vision. La vision d'entreprise, qui est parfois présente ou non présente, on va le voir tout à l'heure. Et le troisième grand pilier, c'est les objectifs, qui sont la traduction opérationnelle de cette vision. Ça, ce sont les 3 grands piliers. Les 2 dernières parties dont on ne va pas parler aujourd'hui, ce sont les moyens dont dispose chaque manager. Et donc, il a des ressources à sa disposition pour mettre en place ensuite un plan d'action qui va lui permettre d'atteindre ses objectifs. Et là, on va vraiment s'attacher à parler avec vous de valeur, vision, objectif et cette nécessité d'aligner les 3. Et c'est par ça que passe l'installation d'une culture managériale. D'accord. Et admettons que cette culture managériale, finalement, on puisse manquer d'alignement. Qu'est-ce que ça peut engendrer? Bon, en fait, il peut y avoir des choses qui se passent traditionnellement dans les entreprises qui n'ont pas installé de culture managériale, c'est-à-dire qu'on a des comportements très différents d'un manager à l'autre. Donc, un manager qui peut dire, tiens, dans mon service, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi il y a beaucoup plus d'exigences dans le tien que dans le mien? Et donc, il peut y avoir un déficit d'alignement des managers, même au sein d'un même service, et des écarts très importants perçus par les collaborateurs qui se situent en dessous. Donc, un certain mal-être qui va commencer à apparaître. D'accord. Et dans une entreprise donc, qui a pu définir la culture managériale, et on verra quels en sont les enjeux et qu'est-ce qu'on met derrière valeurs et vision un petit peu plus tard, finalement, que doit faire le manager? La première chose, et c'est Anne qui passait la page suivante, voilà, la première chose, c'est créer du lien. Le lien d'abord. Parce que trop souvent, en fait, y compris quand on prend un premier poste de manager, la première chose qui est difficile à faire, c'est « oh là là, il faut que je prenne du leadership, donc il faut que je passe par l'exigence ». Et la plupart d'entre eux se disent « ah, je vais faire péter les galons, si j'ose dire, pour tenter l'exigence ». Mais avant, il faut créer du lien, en fait. Et il y a beaucoup de choses en matière de lien. Là, j'ai noté le respect, la confiance, l'empathie ou faire preuve de reconnaissance. On doit nourrir d'abord le lien, faire en sorte qu'il soit incassable quasiment. Et ensuite seulement, je vais devoir être exigeant, faire preuve d'exigence. Donc, si je comprends bien, la culture managériale, elle doit permettre au manager de se positionner aussi bien sur cette notion de lien que sur cette notion d'exigence. C'est bien ça. Et en plus, ça va le mettre dans le confort. Ça va le mettre dans le confort lui, et lui va mettre dans le confort ses collaborateurs. Donc les collaborateurs soient alignés dans l'organisation. Donc, tu accompagnes aujourd'hui, et en plus tu accompagnes beaucoup d'entreprises sur cette notion d'installation de culture managériale. Quel constat on peut faire aujourd'hui finalement au sein des entreprises que nous accompagnons? Il est très variable. Il est très variable. Anis, si tu peux passer la page suivante, s'il te plaît. Merci. La première chose, c'est qu'on a parfois une absence de valeur affichée dans l'entreprise, dans l'organisation, ou aussi une absence de vision. Ça arrive encore, même dans de très grosses entreprises. Ouais. Des entreprises même qui sont classées au CAC 40 n'ont pas forcément bossé le sujet à fond. On peut ensuite avoir des valeurs et des visions qui sont
certes présente, mais il n'y a aucune utilisation qui en est faite au quotidien. Alors là aussi, il y a un vrai déficit parce que les collaborateurs, parfois, que nous accompagnons en disant « Ah oui, chez nous, c'est affiché au mur. » Voilà, mais ça s'arrête là. Ensuite, on peut les avoir communiqués et affichés, mais on n'a pas travaillé avec les managers directs de proximité pour dire, mais finalement, qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui n'est pas bien dans cette organisation-là pour être le reflet des valeurs et de la vision d'entreprise. Et donc, faciliter le travail du manager en disant, voilà, c'est par là que se situe mon cadre d'exigence. Autre cas, c'est les valeurs qui sont utilisées en recrutement ou en évaluation, c'est-à-dire qu'on ne s'en sert pas dès lors qu'on veut recruter en disant, tiens, chez nous, ce sont les 3 valeurs, proximité, exigence, pragmatisme. Tiens, en quoi ça résonne pour vous? Ça veut dire quoi pour vous, ces 3 valeurs-là? Et on s'en sert trop peu, en fait, de manière quotidienne, pour que ce soit vraiment que ça génère des habitudes de la part des managers. Et puis enfin, le gros déficit, merci Annie de l'afficher, c'est lorsque, certes, la vision est là, les valeurs sont là, mais elles ne sont pas incarnées par les membres du comité de direction. Oui. Et là, ça pose aussi quelques dommages. Oui, alors l'incarnation, c'est vrai que le membre du comité de direction n'est pas au contact de l'ensemble de ses équipes au quotidien. Donc, l'incarnation, c'est plutôt à certains moments où ils peuvent avoir des difficultés à faire référence à ces valeurs et à cette vision. Et puis, au sein même des comités de direction, parfois, eh bien, elles ne sont pas du tout vécues. Et donc, de fait, pas d'alignement au sein même du comité de direction peut rejaillir sur l'ensemble des équipes parce que finalement, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. C'est ça. Ça. Voilà. Et il arrive parfois que les choses soient bien faites, vraiment très très bien faites. Et donc, à ce moment-là, quels sont les résultats? Alors, en fait, il y a un cadre. Là, j'ai voulu reprendre le FQM. Donc, le FQM, c'est la Fondation européenne du management par la qualité, qui a été créée en 1988 par 14 très grosses sociétés, dont Schneider, dont Bosch, dont Renault, par exemple, qui se sont réunies et qui se sont dit, mais ça passe par quoi la performance durable et qu'est-ce qu'une organisation performante? Et donc, il y a 5 facteurs, que sont le leadership, la politique et la stratégie, le personnel efficient, compétent et motivé, les ressources et les processus efficients. Anis, si tu peux faire apparaître ces 5 facteurs. Et encore, merci. Et donc, ça provoque 4 résultats. Caroline, là, tu me posais la question, quel résultat? Eh bien, le premier résultat, c'est que le client est totalement satisfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les réseaux sociaux, il parle en bien de son entreprise. Il répond au questionnaire de satisfaction. J'ai répondu hier à un questionnaire de satisfaction de mon garagiste, puisque le concessionnaire m'a dit, tiens, qu'avez-vous pensé de votre révision? Et donc, j'ai eu un petit questionnaire en ligne classique à répondre. Si je suis très satisfait, je vais le faire savoir. Et je vais aller jusqu'au 10 sur 10, et pas le 9 sur 10 ou le 8 sur 10. Ça, c'est la satisfaction totale du client. Le personnel, il est à la fois dans les facteurs de performance et il est aussi dans les résultats, puisqu'il est heureux d'être là. Il est heureux d'être là, il se voit faire un parcours dans son entreprise, il se voit faire un parcours, il se voit évoluer, on lui présente des évolutions possibles. Il y a aussi des enjeux sociétaux et donc des résultats sociétaux, puisque l'entreprise, elle est alignée par rapport à ce que l'environnement attend d'elle, l'État attend d'elle, par exemple, et donc on est aligné aussi avec ces choses-là. Et puis, bien évidemment, les résultats d'activité, puisque la marge est là, l'intéressement va être déclenché parfois donc, pour les collaborateurs, et donc il y a ce fruit qui est restitué soit aux actionnaires, soit aux collaborateurs, et donc c'est le 4e résultat. Et tout ça ne peut se faire, merci Annie de rajouter, effectivement, tout ça ne peut se faire sans innovation permanente et sans apprentissage permanent. Alors, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Si je comprends bien, la culture managériale, et on va aller un petit peu plus en profondeur sur finalement les valeurs, quelles sont-elles et à quoi ça sert, et la vision, la culture managériale va permettre d'impacter finalement les clients, et là on parle de symétrie des attentions, mais oui, ça va aussi impacter en interne la performance, parce que à partir du moment où j'aligne finalement mes processus, mes modes de management, mon état d'esprit, mes postures à cette culture, alors
culture d'entreprise et sa traduction managériale, hein, parce qu'il ne faut pas que la culture managériale soit déconnectée de la culture d'entreprise. Hein, c'est bien la traduction managériale de la culture d'entreprise. À partir du moment où il y a cet alignement, eh bien, je vais pouvoir en interne éviter de générer des dysfonctionnements, des difficultés d'application des processus ou de mise en œuvre des savoir-être. Alors, Gérald, si on rentre un petit peu plus dans le détail, est-ce que tu peux nous dire finalement pourquoi les valeurs sont si importantes dans le cadre de l'installation d'une culture? En fait, il y a deux types de valeurs. En fait, il y a ses propres valeurs à soi, soit en tant qu'être humain dans cette organisation, et puis ensuite, on a vu, il y a les valeurs de l'entreprise. Et donc, le travail qui est à faire, mais il est d'abord personnel. C'est-à-dire, finalement, moi, est-ce que j'ai conscience en fait de ce qui m'anime au quotidien et de ce à quoi j'attache le plus haut niveau d'importance? Puisque les valeurs, en fait, la définition des valeurs, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ce qui est le plus important dans ma tête. C'est ce qui compte le plus au monde pour moi. Parce que si je suis aligné tous les jours avec mon système de valeurs, ben, je suis tout simplement heureux et dans le bien-être, donc dans la performance. Un travail que l'on fait avec les participants que l'on a face à nous lorsqu'on les fait travailler là-dessus, on les fait travailler sur leurs contre-valeurs. Parce que c'est 7 fois plus facile d'aller chercher ça dans sa tête. Les contre-valeurs, c'est ce qui nous fait mal, c'est ce que l'on ne supporte pas, c'est tout ce que j'appelle les irritants. Et donc, quand on fait ce travail sur ces contre-valeurs, et qu'on arrive ensuite à retourner la feuille et à se dire, mais finalement, la contre-valeur que je viens d'indiquer là, mais la valeur, c'est celle-ci, et c'est celle-ci ma valeur. Et on travaille avec les managers pour leur faire accoucher de leur top 10, de leur top 5, des 10 ou des 5 plus belles. À eux de voir après si ça parle par rapport aux valeurs qui sont affichées dans leur entreprise. Et si de fait, ils sont très facilement en capacité d'être alignés avec les valeurs de leur entreprise. Et c'est parfois... Effectivement, parfois on se réveille en se disant « Ah ben non, finalement, je me rends compte que cette entreprise n'est pas faite pour moi. » Ou alors, parfois on se dit « Mais oui, mais c'est pour ça que je me sens bien. C'est pour ça que ça génère beaucoup d'énergie en moi et donc je suis extrêmement motivé dans cette entreprise-là parce que les valeurs de mon entreprise, elles me parlent. Et donc, même parfois, elles font partie déjà intégrante de ma personnalité. Et donc là, je me sens bien. Donc là, on est sur une sorte de supplément d'âme, finalement, les valeurs, c'est ce qui va permettre de nous guider et parfois aussi de prendre conscience du pourquoi de tout notre engagement, finalement. C'est exactement ça. Ça, c'est pour le collaborateur. Ok, très bien. Alors, pour l'entreprise ou pour le manager, à quoi servent ces valeurs? Alors, donc, comme tout à l'heure, je disais que c'était le principal pilier. Moi, je les place au-dessus de la stratégie, c'est-à-dire que je les place au-dessus de la vision parce qu'elles servent de guide au quotidien. C'est comme un collaborateur. Le collaborateur, il a des valeurs, c'est ce qui compte le plus pour lui. Moi, j'appelle ça, si on a envie de parler de représentation, j'appelle ça des étoiles ou des guides. Voilà. Si quelqu'un, par exemple, est perdu et fait le Vendée Globe et qu'il a cassé tous ses instruments de navigation, il lève la tête et il sait déjà s'il est dans l'hémisphère sud ou l'hémisphère nord et il peut se repérer par rapport à ça. Puisque ce sont effectivement les valeurs et les étoiles qui vont lui permettre de se guider. Ben, c'est pareil, pour une entreprise, en fait, ça sert de guide. Comme tu le disais tout à l'heure aussi, on le disait, ça sert de comportement in et out. Et donc, ça va servir à porter la stratégie de l'entreprise, donc porter la vision dont on parlera tout à l'heure. Ça sert aussi à aligner et à décliner ça en comportement et attitude en fonction de son périmètre de responsabilité. Donc, qu'on soit DRH, qu'on soit directeur général, qu'on soit directeur administratif et financier, qu'on soit responsable des ressources humaines, responsable recrutement, on a des responsabilités qui nous sont propres. Et finalement, ça va traduire quoi dans mon quotidien à moi, là, si je suis responsable de recrutement? Ça veut dire quoi? Si je suis, tiens, oui, je vais pouvoir m'en servir dans mon entretien de recrutement pour voir comment ça va résonner en fait dans la tête de mon candidat. Et c'est comme ça que finalement je l'ai fait vivre, puisque je pose la question à mon candidat. De fait, je l'ai fait vivre. Ça va ensuite permettre aussi l'homogénéisation des pratiques. Tout à l'heure, on parlait tu me disais, mais qu'est-ce que ça peut avoir comme défaut? Et quand parfois 2 collaborateurs ou 2 managers d'un même service, leurs collaborateurs se disent « Ah non, mais ton manager, il est beaucoup plus exigeant
etc. Et donc, les collaborateurs ne perçoivent pas cette homogénéité au niveau des rituels managériaux. Par exemple, il y a un collaborateur qui va faire il y a un manager qui va faire des briefings hebdo parce qu'il a trouvé que c'était bien et que c'était parfaitement aligné avec la proximité qui était une des valeurs de l'entreprise. Et l'autre qui n'en fait pas du tout. Et donc, le manager d'à côté, dans le même service, il n'a pas du tout de moment, en fait, installé dans l'agenda. Et parfois, il le fait parce que, justement, il veut traduire la proximité. C'est-à-dire, il se dit, oh, bah, la proximité, c'est au quotidien avec mes équipes, et puis je ne vais pas faire des grands raouts qui ne servent à rien. Et c'est là où on se rend compte l'importance, une fois qu'on a des valeurs, de les caractériser, d'essayer de travailler avec les équipes pour, alors ça peut être fait au niveau de l'entreprise, et c'est parfois mieux, ou alors de se l'approprier au niveau de chaque équipe, mais finalement de traduire réellement qu'est-ce qu'on met de façon très concrète dans cette valeur proximité. C'est ça. Voilà, le fameux in, mais aussi le out, et parfois c'est encore plus structurant de formaliser le out que le in. Parce que le in, c'est un petit peu des grandes idées, des choses qui parfois peuvent être un petit peu de l'ordre de l'idéal, même s'il en faut de l'idéal dans l'entreprise. Mais le out, c'est extrêmement concret. Par exemple, valeur proximité, comportement out d'un manager, ça serait attendre les entretiens annuels ou les entretiens semestriels ou trimestriels pour s'intéresser à ce qui s'est passé pour son collaborateur et se dire, oh, bah, tiens, je dois préparer ça, donc je vais aller un petit peu en proximité avec lui pour savoir comment il a vécu ce trimestre. Donc, c'est être en quotidien avec ses équipes. Et out, ça serait finalement de faire des feedbacks à son collaborateur ou s'intéresser ou être avec lui sur le terrain qu'une fois tous les trimestres. Une fois voilà. Donc, on peut traduire les choses de façon extrêmement concrète, aussi bien en in qu'en out. On insiste aussi sur un point important, c'est qu'on balaie, lorsque l'on fait travailler les managers là-dessus, deux choses, les actes de management collectif et les actes de management individuel. Parce qu'on peut se retrouver aussi avec un manager qui ne fait que des moments collectifs, parce qu'on n'a pas validé ça, en fait, de l'importance de faire les deux, et on peut avoir l'effet inverse d'un manager qui ne traduit ça que de manière individuelle et pas assez de façon collective. Et si on ne fait pas les deux, effectivement, ça peut manquer aux collaborateurs, puis manquer tout simplement à la performance de l'entreprise. Bien. Et puis, enfin, je rajoutais deux choses. Ça permet un très fort engagement du collaborateur, puisque ça va agir directement sur tous les leviers de motivation, et ce qui va faire qu'il est aligné. On en parlait tout à l'heure, il se plaît à être là, il se plaît à travailler dans cette entreprise-là. Donc, ça va vraiment avoir un effet boost sur ces leviers de motivation. Donc, il y a un gros engagement du collaborateur. Et pour le manager, ça aide à la fixation du cadre d'exigence. Alors, c'est là où c'est assez intéressant. C'est-à-dire que jusqu'ici, on a vu un petit peu la partie, je dirais, motivationnelle des valeurs. Et là, on se rend compte aussi que les valeurs, elles permettent d'avoir la partie haute, je dirais, de la fusée, c'est-à-dire cette notion d'exigence, de cadre d'exigence. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, parce que en fait, la première chose sur laquelle j'insiste quand on vient me chercher et qu'on me dit « Tiens Gérald, je voudrais apprendre à recadrer », et avant de recadrer, je fais prendre conscience de ce que tu as déjà cadré, en fait. Parce que le cadre, il n'est pas… en fait, c'est pas… je fais la différence entre l'exigence et le bon sens, en fait. Et la première chose, en fait, c'est fixer le cadre. Et il faut passer du temps, en fait, à fixer le cadre. Ça met les deux parties dans le confort. Ça met le collaborateur dans le confort parce qu'il sait ce que le manager attend. Et le manager est dans le confort parce que ses exigences, elles ne sont pas que dans sa tête, il les a vendues. Donc d'abord, qu'est-ce que je souhaite? Et je peux être exigeant sur à peu près tout et n'importe quoi. Et si c'est je peux me servir en fait d'une valeur pour fixer mon cadre d'exigence. Par exemple, en matière de proximité, par exemple, en matière de responsabilité ou en matière de créativité, quelle que soit la valeur, je peux me servir de la valeur en fait pour fixer mon cadre d'exigence. Donc, en fait, elle est aidante dans mon management. Et moi, ça me met dans le confort. La deuxième étape de l'exigence, c'est peut-être la plus belle, c'est l'exemplarité. C'est-à-dire que la première personne qui a fixé le cadre, c'est celle qui va le respecter.
Et puis ensuite, bien sûr qu'il peut m'arriver de recadrer, donc c'est la troisième étape, c'est la vigilance en fait à faire respecter le cadre. Et de temps en temps, il peut m'arriver effectivement d'avoir un entretien de recadrage à faire. Mais ça m'est beaucoup plus facile de recadrer si avant j'ai pris du temps à cadrer précisément, en fait. Et finalement, l'entretien de recadrage, il n'est pas si dur que ça si je suis très propre sur les deux premières étapes, c'est-à-dire je souhaite ça, et j'ai été le premier à le respecter. Là, on est sur des choses, l'exigence, hein, tu viens de le dire, tu as utilisé beaucoup le terme cadre. On est sur des choses cadrantes et c'est vrai que parfois dans les entreprises, surtout des entreprises qui vivent des mouvements d'holacratie ou des mouvements de libéralisation, on va dire, on a l'impression parfois que c'est un gros mot. Et en fait, on se rend compte que la créativité, l'innovation, l'agilité, elle s'exerce aussi à partir du moment où le cadre est clairement fixé. Donc, les valeurs de l'entreprise, elles servent avant tout aux managers à adopter la bonne posture et à tenir le cap. Et à chaque collaborateur à se motiver. C'est ça. Et avec, on peut rajouter les deux notions que tu précises tout à l'heure. Quels sont les in, quels sont les out. Et comme ça, je sais exactement en fait, la posture en fait, qu'on attend de moi pour porter les valeurs de mon entreprise. Très bien. Alors, parlons du deuxième pilier, la vision. Est-ce que tu veux bien nous dire finalement qu'est-ce qu'une vision? Avant de dire qu'est-ce qu'une vision, tiens, je vous ai préparé un petit exercice. Voilà, vous pouvez tous y réfléchir. Caro aussi, tu peux y réfléchir. Vous pouvez réfléchir à cette vision-là que je suis allé attraper sur le net. Et d'après vous, quelle est l'entreprise qui se cache derrière? Parce que quelques instants, vous avez peut-être déjà trouvé. Mais après, on verra pourquoi cette phrase a du sens. Caro, tu as peut-être trouvé? Disons qu'on irait plutôt vers la Suède. C'est ça. Voilà. Et effectivement, merci. Il y a des réponses qui nous sont données. Merci. Et ils ont la bonne réponse. Merci à tous. Vous avez effectivement trouvé qu'il s'agissait d'IKEA. En fait, idéalement, la vision, c'est quoi? Eh bien, finalement, ça donne cette espèce de scénario idéal. C'est ce qui va donner vraiment le port vers lequel je vais. C'est-à-dire que c'est comme si j'embarquais, je prends souvent cette analogie-là, j'embarque avec toute mon équipe sur un très beau port de pêche qui est Saint-Malo, par exemple, et je mets toute mon équipe sur le bateau. Ouais. Et le premier message que je vais avoir envie de passer, ou en tout cas c'est la question que vont se poser mes collaborateurs, c'est vers où on va. Et donc, on va indiquer un port idéalement souhaité. Et bien, c'est cette vision-là, c'est voilà vers où on va, en fait. Et donc, la vision, idéalement, elle se rédige en deux phrases maxi. Si ça peut tenir en une, c'est mieux, en fait. Et elle représente le scénario idéal à long terme. Voilà vers où vous allez. Donc, en fait, les valeurs nous guident, la vision nous permet d'aller à un endroit. Oui. Mais les valeurs nous permettent aussi d'atteindre la vision, c'est-à-dire que c'est là où on parle c'est là où on parle d'alignement. Les deux sont intimement liés. Oui, d'accord, très bien. Et justement, ça peut poser un souci quand les deux ne sont pas liés finalement, et qu'on ne se rend pas compte à quel point l'un et l'autre se servent. Oui. Nous accompagnons parfois aussi des comités de direction, plus généralement des entreprises, de façon collaborative, à la définition d'une raison d'être. Alors finalement, qu'est-ce qu'une raison d'être et à quoi sert-elle? Oui, en fait, j'entends beaucoup parler de ce terme dans mes différentes interventions. On me pose aussi beaucoup la question en disant, mais tiens, Gérald, nous, on aimerait travailler sur notre raison d'être. Et alors, une raison d'être, c'est plus étoffé, en fait, que la vision, puisqu'on va aller détailler 2, 3, 4, 5 enjeux, en fait. Et finalement, on répond, mais à quoi on sert? On répond à cette question-là, en fait, dans une raison d'être. C'est à quoi sert-on sur notre marché, sur notre écosystème, là, sur notre périmètre, on répond à quoi sert-on. Donc, c'est plus détaillé qu'une vision qui doit, pour moi, idéalement, tenir en une seule phrase. D'accord. Donc, finalement, la valeur, la vision, elles permettent quoi au niveau de la relation entre le manager et son collaborateur? En fait, elles nourrissent tout ça, elles nourrissent la relation. Mais là, j'ai souhaité vraiment insister, en fait, sur le fait que j'ai souhaité remettre vraiment la relation au cœur là pour terminer cette webconférence parce que, comme on a insisté dessus tout à l'heure, c'est la première chose à faire. D'abord, créer du lien avant d'être exigeant.
c'est une grande, grande précaution pour tous les managers qui nous écoutent. C'est fondamental, en fait, d'abord s'intéresser aux valeurs de son propre collaborateur, de découvrir ses leviers de motivation, de faire preuve d'empathie, de faire preuve de reconnaissance, de dire bravo, de dire merci, de faire confiance, parce que c'est le Graal, ça, en matière de management, la confiance mutuelle que je vais installer entre les deux parties, parce que si je fais confiance, il va me la rendre, et donc il va avoir confiance en mes propos, en messages annuels que je vais tenir, et donc le lien d'abord. Voilà, j'insiste beaucoup là-dessus. Ça ne sert à rien d'être exigeant si on n'a pas créé un lien fort. Et ensuite l'exigence. Comme on le disait, donc les 3 piliers, l'alignement, valeur, vision, objectif, puisque cette vision doit se traduire pour un manager sur son périmètre de responsabilité par des objectifs opérationnels qui vont dans le sens de la vision et ou d'une des valeurs. C'est ce que j'appelle avoir de l'écologie dans l'objectif. L'objectif, il est écologique s'il est aligné avec la vision et les valeurs. C'est-à-dire qu'il a du sens dans cette organisation-là, donc il est accepté et mis en œuvre par le collaborateur. Et puis, on insistait ici sur traduire celle-ci en actes managériaux de façon régulière et porteuse de sens. Et tu insistais aussi tout à l'heure dessus, sur l'exemple que tu disais sur la proximité. En fait, si les actes managériaux ne sont pas mis dans l'agenda, il n'y a pas de rituel qui va être installé. Et donc là, il y a un vrai déficit. Parce que je suis rattrapé par toutes les urgences que j'ai à gérer. Et donc, je vais avoir trop peu, en fait, de moments de management. Et la clé, c'est la planification de ces rituels-là. Donc, il y a le fait que les actes managériaux aient lieu et aussi que durant les actes managériaux, on fasse référence au projet, à la stratégie, à la vision, aux valeurs, enfin à tout ce qui aura déjà été cadré, hein, comme tu l'as dit, c'est-à-dire le fait qu'on puisse en redonner du sens par rapport à tout ce qui se passe au quotidien tout au long de l'année finalement. Donc, en synthèse, on peut dire que le fait d'installer une culture managériale qui, je dirais, met en lien la valeur, la vision, les objectifs, finalement, ça va permettre d'apporter de la valeur ajoutée sur toute la chaîne, puis aussi auprès de tout l'écosystème, parce qu'on a vu que ça rejaillissait forcément au niveau sociétal et au niveau commercial, bien sûr. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que nous avons des questions? Il nous reste une question qui a été posée, c'est peut-on récupérer le document projeté à l'issue? Bien sûr, Annie va vous le mettre en ligne. Comme toujours, il sera téléchargeable dans quelques instants. En fait, c'est une manipulation qui va avoir lieu aujourd'hui. Donc, on est très heureux de vous avoir eu sur cette webconférence sur l'importance d'installer une culture managériale. Très bien, merci beaucoup Gérald. Nous sommes ravis aussi d'avoir mis en place cette webconférence dans le cadre de nouveaux locaux au centre de Paris. Voilà, donc à l'Étoile. Et puis, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine webconférence qui aura lieu le 21 novembre. Pourquoi les vendeurs ne posent-ils pas les questions? Les bonnes questions. Les bonnes questions. Mais déjà, les questions, c'est déjà bien, mais en plus, les bonnes questions, c'est encore mieux. Et vous serez en compagnie de notre expert Jean-Patrick Mollet. Voilà. Alors, nous avons des personnes qui nous parlent. Merci beaucoup. Merci. Et puis, toutes nos excuses pour ce retard à l'allumage, les problèmes techniques. Mais voilà, on a été ravis de partager ce moment avec vous. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. Au revoir. Au revoir.